Bienvenue dans un énième podcast de jeux de société. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Metagames, le petit bonus d'un énième podcast de jeux de société où on parle stratégie, science, mécanique de jeu entre deux gros épisodes. Je suis Richard et aujourd'hui je voudrais vous parler des Aventuriers du Rail, Ticket to Ride en VO, en se posant la question suivante, comment gagner aux Aventuriers du Rail? Alors figurez-vous que je dis que je vais vous en parler, mais je vais vous en reparler parce que j'ai eu le bonheur de déjà enregistrer cet épisode hier soir et de ne pas sauvegarder le fichier. Voilà. C'est comme ça, on apprend, écoutez, on apprend, on se professionnalise. Donc pourquoi les Aventuriers du Rail? Eh bien parce que ça s'est très bien vendu, les Aventuriers du Rail, genre à 18 millions de copies, d'après mes recherches. Alors il est probable qu'on vous ait proposé d'y jouer durant les fêtes, je vous le souhaite en tout cas. Et donc, qu'auriez-vous pu faire mieux? Comment faire disparaître le sourire narquois de votre petit-neveu qui vous a mis 100 pions dans la vue? C'est ce qu'on va voir avec d'abord une présentation du jeu, puis la science derrière le jeu, et enfin on discutera stratégie. Alors c'est quoi les Aventuriers du Rail? Premièrement, je précise que ce jeu est conçu par Alan Richard Moon, qui est déjà l'auteur de Santa Fe ou de Diamant. Il est édité par Days of Wonder. Alors, je ne connais pas bien Santa Fe, mais j'en ai entendu parler en positif. Diamant, j'ai déjà joué, c'était très bien, et figurez-vous que je l'ai même offert à Noël. Et Days of Wonder, vous connaissez forcément La Crique des Pirates, Small World, Gangs of Four, tout ça. Un éditeur qui fait de bons et beaux jeux. Dans les Aventuriers du Rail, version classique en tout cas, on joue sur une carte des États-Unis représentant des villes reliées par des routes de différentes longueurs et couleurs, certaines étant neutres, donc grises. Chaque joueur dispose de 45 wagons en plastique qu'il va poser sur la carte. En début de partie, on pioche des cartes objectifs qui indiquent 2 villes à relier pour gagner des points. Plus une route posée est longue, plus elle rapporte de points, et en fin de partie, un bonus de 10 points récompense le plus long réseau continu. À son tour, un joueur pioche des cartes wagons de différentes couleurs. Pour s'approprier une route, il doit défausser autant de cartes wagons de la couleur correspondante que la longueur de la route. Par exemple, 5 cartes bleues pour une route bleue de 5 segments. Voilà pour les règles. Que nous disent-elles des mécaniques de jeu qui composent les Aventuriers du Rail? D'abord, c'est un jeu de connexion, et plus exactement, un jeu de construction de réseau. Ça signifie que le plateau de jeu contient des nœuds qui sont séparés par des routes. Les joueurs doivent construire le réseau qui relie les nœuds entre eux. Quand ils y arrivent, cela déclenche des actions et permet d'obtenir des points. Pour commencer à jouer et évaluer la manière dont on va construire le réseau, le jeu nous guide avec des cartes objectifs. C'est donc un jeu à contrat. On doit choisir des objectifs à remplir qui vont nous donner des récompenses en cas de complétion. Ça, c'est pour la partie plateau de jeu, mais on a vu que dans ce jeu, chaque joueur possède des wagons, des cartes objectifs et des cartes wagons. C'est donc un jeu de gestion de main. Il y a une zone de jeu, appelée main, qui appartient à chaque joueur, dans laquelle il y a des wagons et des cartes. Le meilleur joueur est celui qui fait fructifier sa main et qui en sort des éléments au bon moment. Enfin, c'est un jeu où on pioche 2 cartes wagons par tour, et ce système de pioche fait appel à 2 autres mécaniques, la planification ouverte et le stop ou encore. Donc la planification ouverte, en anglais open drafting, c'est le fait de piocher des éléments dans un stock qui est visible pour tous les joueurs. Ce sont les 5 cartes wagons face visible qui sont sur le plateau de jeu. Si on pioche parmi ces 5 cartes, on sait ce qu'on pioche, donc on contrôle le hasard, mais potentiellement, on donne des informations aux autres joueurs. À l'inverse, si on pioche directement dans le deck de cartes wagons, face cachée, on ne sait pas ce qu'on pioche. Si on pioche une carte wagon qui nous est inutile, va-t-on risquer d'en piocher une deuxième, ou va-t-on préférer piocher dans les 5 cartes wagons visibles? Ça, c'est le stop ou encore, push your luck en anglais. Vous noterez qu'il fonctionne aussi un peu pour le moment où on pioche des cartes objectifs supplémentaires. On en pioche 3, mais on doit forcément en garder une. Va-t-on prendre ce risque? Ce qui est intéressant, c'est que maintenant nous allons constater que toutes ces mécaniques de jeu que je viens de vous détailler sont au service d'un principe scientifique qui sous-tend les Aventuriers du Rail.
Donc deuxièmement, la science derrière les aventuriers du rail. Je vous préviens à l'avance, je ne suis ni mathématicien ni informaticien, donc comme toujours sur Internet, ne me croyez pas, d'accord? Les aventuriers du rail reposent sur un problème classique. Comment relier des points sur une carte avec des chemins limités? Il y a une super page Wikipédia que je vous conseille de regarder qui s'appelle Le problème du plus court chemin. Ce qu'on y apprend, pour ce que j'en ai compris en tout cas, c'est que ce problème simple en apparence ne l'est jamais parce qu'il dépend des contraintes qui pèsent sur les chemins qui séparent les nœuds. D'ailleurs, en informatique, l'algorithme le plus souvent utilisé pour trouver le plus court chemin, qu'on appelle l'algorithme A étoile, en fait c'est un A majuscule avec une astérisque, je sais pas comment ça se prononce, moi je dis A étoile, peut-être c'est A astérisque, peut-être c'est A prime, ou A clochette, j'en sais rien. En tout cas, A étoile, l'algorithme A étoile résonne un peu comme un joueur des aventuriers du rail. Il connaît les points de départ et d'arrivée, comme quand vous piochez une carte objectif. Ensuite, il va tester tous les chemins possibles, en commençant par la ligne droite entre les deux nœuds de départ et d'arrivée. Et ensuite, il va faire des détours. Et tous ces chemins qu'il va collecter, il va leur attribuer un score pour vous donner le trajet le moins coûteux. Mais ce score dépend du poids des chemins qu'il va tester, et donc de votre situation au moment du test. Prenons un exemple. Vous n'avez plus beaucoup de cartes wagons. C'est une donnée de base importante. Vous n'avez plus beaucoup de cartes wagons et vous essayez de relier Los Angeles à Miami. Pour ce trajet, il y a un chemin très direct, très efficace, mais très coûteux. Il va vous demander de poser beaucoup de wagons d'un coup, d'une couleur donnée spécifique. Donc pour vous, ça va nécessiter beaucoup de cartes wagons de la même couleur, ce que vous n'avez pas, et il va donc vous falloir les piocher. Vous allez perdre du temps. À l'inverse, dans cette situation précise, passer par des routes plus petites, où le choix de la couleur est libre, vous fera dépenser plus de wagons au total, sans pour autant vous obliger à piocher durant de nombreux tours. Dans cette situation et cette situation seulement, c'est virtuellement pour vous le chemin le plus court, puisque le moins coûteux au global, alors que physiquement, sur la carte, ça va être un chemin plus long que vous allez choisir, puisqu'il va vous faire dépenser plus de wagons. Tout dépend donc de la situation, des routes disponibles, de votre stock de wagons, de votre stock de cartes, de vos objectifs restants et déjà accomplis, du nombre de wagons restants chez les autres joueurs, etc. En d'autres termes, le chemin le plus court n'est pas qu'une question de longueur. Il est multifactoriel. Et pour résumer tout ça, on peut parler de poids des chemins. Je le redis donc une deuxième fois pour qu'on soit bien d'accord. Pour gagner aux aventuriers du rail, le plus court chemin n'est pas la stratégie gagnante. Les chemins courts ne rapportent pas beaucoup de points par rapport aux chemins longs. Donc ça n'aurait aucun sens de les privilégier plus que d'autres. En revanche, comprendre que les problèmes posés par votre partie relèvent de la théorie mathématique du plus court chemin, ça va constituer une première pierre pour gagner plus souvent aux aventuriers du rail. Et l'idée n'est pas seulement de trouver le chemin le plus court entre deux destinations, mais de trouver le chemin optimal en fonction du poids des chemins encore disponibles. Je dis encore disponibles, parce que dans les aventuriers du rail, le principal facteur qui augmente le poids des chemins est évident, c'est l'autre joueur. Sur certaines routes, qui ne peuvent être utilisées qu'une seule fois, leur indisponibilité peut grandement détériorer votre capacité à relier deux chemins. C'est donc la décision des joueurs adverses qui, peu à peu, restreint le plus vos possibilités. Alors maintenant, troisièmement, comment gagner aux aventuriers du rail? Puisque chaque tour des aventuriers du rail vous demande globalement de résoudre des problèmes successifs du plus court chemin, l'élément déterminant, c'est de choisir correctement vos points de départ et d'arrivée initiaux. Et donc, en début de partie, quand vous piochez 3 objectifs et que vous pouvez en écarter un, il faudrait vous débrouiller pour privilégier les objectifs qui vont de la côte ouest à la côte est. En effet, ils vont vous faire traverser toute la carte, occuper plus de territoire, marquer plus de points et pouvoir aisément desservir des objectifs annexes et plus courts. À défaut, il faut idéalement vous débrouiller pour conserver au moins 2 chemins qui fonctionnent bien ensemble, c'est-à-dire que vos 2 objectifs pourraient finalement se fondre en un seul chemin qui relierait 4 destinations à moindre coût, 2 destinations par objectif. Au cours de la partie, vous avez la possibilité de repiocher des objectifs. Ici encore, priorisez les destinations aisées par rapport à votre route actuelle et évitez les endroits trop fréquentés de la carte pour ne pas subir la concurrence
des autres joueurs. Ensuite, on a vu que le principal obstacle dans la détermination du plus court chemin, c'est le poids des chemins. Et dans ce poids, pour ce qui concerne les aventuriers du rail, être bloqué par un autre joueur. Donc, quand vous regardez votre chemin au tout début de la partie, posez le plus vite possible les routes à forte concurrence ou à fort risque sur ce chemin. Les routes à 1 ou 2 segments seulement, les routes grises, les routes uniques. Certes, sur le court terme, vous marquez peu de points, mais à long terme, vous vous assurez d'éviter des détours bien plus coûteux. Une fois que vous avez sécurisé les petites routes, privilégiez les grosses routes bien reloues. Vous savez, celles qui font 6 wagons d'une couleur. D'abord, elles rapportent plus de points, et surtout, elles vous permettent d'aller plus vite sur votre chemin. Pour ça, n'hésitez pas à passer plusieurs tours sans pauser. Prenez le temps de rassembler les cartes wagons. Et surtout, si vous attendez pour placer plusieurs routes d'un coup, vous ménagez l'effet de surprise auprès des autres joueurs sur vos objectifs finaux. Enfin, n'hésitez pas de temps en temps à faire un petit détour gratuit pour perdre encore un peu plus vos concurrents qui essaient de deviner vos trajets. À l'inverse, soyez attentifs à ce que font vos adversaires, à ce qu'ils piochent comme couleur, afin de deviner à votre tour ce que ces saligots sont en train de manigancer, éventuellement les bloquer. 2 ou 3 wagons bien dépensés sur une petite route stratégique, ça peut vachement gêner un de vos adversaires. Et bien évidemment, vérifiez régulièrement combien de wagons ont été posés. N'oubliez pas, c'est très important, que le premier joueur qui passe sous les 3 wagons déclenche le dernier tour de jeu. Alors évidemment, je vous propose cette stratégie qu'il faut adapter en fonction des parties que vous aurez sous les yeux à ce moment-là. Et ce n'est pas la seule stratégie. Il existe des stratégies alternatives que je vous laisse découvrir dans les sources que j'ai inscrites en description avec ce qui m'a servi à écrire ce petit épisode de Metagames. Et d'ailleurs, cet épisode de Metagames, j'espère qu'il vous sera utile, j'espère qu'il vous a plu, et il est en tout cas terminé. À la semaine prochaine pour un énième podcast de jeux de société avec mon compère, le Magnifique. Et le Magnifique, eh bien figurez-vous que je pense à lui. En ce moment même, il me manque. Et j'ai envie de vous dire, le Magnifique, si tu nous regardes de là où tu es, on pense à toi. Évidemment, commentez, abonnez-vous, partagez, tout ça.